J'ai le grand plaisir de retrouver Jean-Philippe Desbioles. Bonjour Jean-Philippe. Enchanté Valérie. Tu vas bien? Très très bien. Bon, Jean-Philippe qui est Global Vice President Intelligence Artificielle et Data pour les services financiers chez IBM. Donc on ne va pas représenter IBM. Tu vas nous parler aujourd'hui, Jean-Philippe, de l'engagement finalement du groupe IBM en matière de développement durable. Alors, je crois que tu voulais nous évoquer un bateau très spécial. Voilà, donc on va voyager Valérie, on va voyager ensemble. Juste en préambule, deux petites notions. Je suis convaincu que les années qui vont venir vont être drivées par deux grands sujets qui sont d'ailleurs assez complémentaires. Le premier sujet, c'est celui de la confiance, l'intégrité, la transparence, l'explicabilité. Et le deuxième sujet, c'est bien entendu la donne environnementale qui fait en fait l'objet de cette journée. Alors, partons un petit peu en voyage. Et le premier sujet sur lequel j'aimerais amener nos invités et nos spectateurs, nos spectatrices, c'est un sujet en fait autour du Mayflower. Alors le Mayflower, c'est quoi? C'est en fait un bateau complètement autonome que IBM donc va lancer entre Plymouth en Angleterre et Plymouth aux États-Unis et qui va donc faire la traversée en totale autonomie. Ça veut donc dire quelque part que c'est un bateau qui est, il y a donc je crois que plus de 6 caméras qui sont vraiment powered by un système d'intelligence dit et d'artificielle, 30 capteurs, 15 devices en mode Edge et bien entendu aucun capitaine à bord. Et donc c'est un bateau qui va faire la traversée, qui va à la fois devoir trouver les bonnes trajectoires, regarder les conditions climatiques, éviter effectivement les obstacles qui malheureusement jonchent les océans, mais tout en faisant des expériences scientifiques. Pourquoi? Parce que nous avons fait un partenariat avec Promare, qui est en fait une organisation à vocation environnementale et qui visera donc à faire des captations d'échantillonnage, analyser ces échantillons pour regarder la qualité des océans, la qualité de l'eau, le réchauffement climatique. Et donc tous ces éléments-là, toutes ces datas-là seront collectées tout au long de ce formidable voyage. Et encore une fois, juste un mot Valérie, c'est un bateau qui fait référence à ce qui s'est passé en 1620 avec la traversée des colons entre l'Angleterre et les États-Unis, sauf qu'à l'époque, le capitaine s'appelait le Captain Jones, alors ça fait un peu pirate des Caraïbes, mais bon, ceci étant dit, et maintenant le capitaine sera une intelligence artificielle. Donc c'est une formidable expérience que nous lançons, un défi aussi technologique, et donc on verra un petit peu qu'est-ce que cette expérience nous apprend sur cette notion effectivement de totale autonomie au travers effectivement un voyage maritime à vocation scientifique sur l'environnement. Alors Valérie, je me suis permis de mettre une petite vidéo qui j'espère sera assez ludique mais qui montrera cet enjeu. Alors on va passer la vidéo je crois à l'instant, regardez-la et elle va nous amener sur un très beau voyage. Ça c'est donc le bateau. On vous suit Jean-Philippe. On est parti. Effectivement, c'est quelque chose qui est impressionnant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui est extrêmement novateur et qui va devoir traverser un tas d'embûches, à la fois météorologiques, climatiques, bien sûr des obstacles avec les conteneurs qui malheureusement jonchent les océans depuis maintenant un certain temps de par l'évolution du transport maritime. Alors, ce qui est intéressant dans cette aventure, c'est que je crois que c'est l'une des premières fois où, au travers des expérimentations que nous avons faites, on va en fait faire converger sur un seul et même objet, qui est en l'occurrence ce bateau, un ensemble de technologies extrêmement avancées au travers l'IA, l'adapta, l'IoT, les capteurs, le cloud. Et c'est quelque chose qui, je crois, est tout à fait novateur dans une manière effectivement de faire converger, de faire combiner les technologies ensemble. Alors pour la petite histoire, bien sûr, c'est un bateau qui va suivre aussi les conditions climatiques, avec au travers notamment une liaison en direct avec la Weather Company, qui est une société que nous avons acquise il y a quelques années, qui en fait analyse les données météorologiques en temps réel. C'est assez extraordinaire. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là peut-être à ce moment-là, mais c'était pour vous donner un sens concret et pragmatique de ce qu'est le Mayflower. Et maintenant, on va pouvoir suivre les aventures, j'espère, de ce bateau dans les jours qui viennent, puisqu'il est quasiment en partance. Donc c'est imminent. Le départ est imminent, Valérie. Formidable. Vous nous en donnerez des nouvelles. Oui. Alors, finalement, Jean-Philippe, au travers de ce projet, nous voyons qu'IBM s'engage en matière de protection de l'environnement. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'historique de cet engagement ? Absolument, Valérie. Alors,
Pour faire encore une fois une histoire assez courte, je dirais que c'est une histoire qui est partie il y a déjà longtemps, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas réveillé hier sur des questions environnementales. Ça date de 1971, c'est la première date à laquelle nous avons effectivement émis des notions de normes environnementales et donc quelque part une première vision. Mais je vais m'arrêter simplement au dernier événement pour faire court et pour vous montrer surtout le passage d'une notion quelque part d'obligation de moyens à une obligation de résultat. Et c'est ça qui est important et qui change la donne au niveau environnemental, en tout cas par rapport aux sociétés technologiques et notamment par rapport à IBM pour lequel je travaille depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Le 16 février 2021, notre chairman, Arvind Krishna, a évoqué 3 commitments de la part d'IBM qui sont extrêmement forts. Petit 1, vous le voyez, objectif 0 émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2030. Deuxièmement, une réduction de ces émissions à effet de serre de 65% d'ici 2025 par rapport à une année de référence qui en l'occurrence est 2010. Et aussi, quelque part, acheter et donc consommer 75% d'une électricité qui, je dirais, émane ou est le produit de ressources ou de sources dites renouvelables d'ici 2025 et 90% d'ici 2030. Et ce que je souhaite un petit peu te partager avec toi, Valérie, c'est que ce qui me paraît moins important, c'est qu'on passe quelque part d'une prise de conscience qui est indéniablement là à une notion d'obligation, je dirais, de moyens et qui quelque part a drivé les 10-15 dernières années. Et maintenant, on passe à une obligation de résultat. Et ça, c'est quelque chose, c'est une nouvelle donne qui, je pense, est notable et qui, je l'espère, sera quelque part une donne du marché sur l'ensemble des acteurs technologiques, mais pas que. Entendu, merci Jean-Philippe. Alors, en fait, vous nous confirmez qu'IBM accélère finalement son engagement pour la réduction des émissions carbone. Depuis la pandémie de Covid, comment cela se matérialise-t-il finalement ? Quelle en est la déclinaison ? Alors, la déclinaison opérationnelle de ce que tu évoques au niveau effectivement de la notion environnementale et donc d'une économie durable, elle se traduit notamment, pas que, mais notamment par un effort de recherche extrêmement conséquent mené par IBM, mais depuis encore une fois notre création, on a toujours eu une vocation et une unité qui s'appelle IBM Research, qui est à vocation de recherche pour encore une fois prévoir demain, après-demain, et encore une fois faire évoluer la société dans le bon sens. Donc, si je dois synthétiser, IBM Research, par rapport aux questions environnementales, a fixé 5 grandes priorités qui sont extrêmement précises par rapport à l'objectif poursuivi. Petit 1, tout ce qui touche, je dirais, à notre environnement, à la nature et donc quelque part à l'agriculture qui est fondamentale. On sait que l'agriculture est par définition aussi source d'impacts de faits environnementaux directs, puisqu'en l'occurrence la nature et l'environnement, et donc c'est la source initiale de tout ce que nous produisons. Et là, l'enjeu quelque part, c'est de réduire la consommation des engrais avec notamment un travail sur la captation de l'azote par les plantes pour pouvoir quelque part promouvoir leur propre croissance. Petit 1. Petit 2, tout ce qui est lié aux antiviraux, et malheureusement, on vient de passer, et on n'est pas encore terminé, une période extrêmement dure au travers, effectivement, cette fameuse Covid, et qui n'est pas encore terminée, même si les choses vont mieux dans certains pays. On voit que là, c'est un enjeu majeur dans lequel l'IA, la data, le quantique vont pouvoir apporter des résultats extrêmement tangibles dans la durée pour nous aider à lutter contre, effectivement, ces phénomènes de pandémie qui, malheureusement, nous touchent historiquement et nous touchent malheureusement encore en ce moment même dans certains pays de manière extrêmement difficile. Le troisième thème, tout ce qui est lié aux matériaux. Il faut qu'on arrive à trouver des matériaux plus durables, plus solides, plus respectueux de la nature. Donc c'est une troisième thème de recherche. Quatrième thème de recherche autour du stockage d'énergie. Alors, le stockage d'énergie, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a à peine, je crois, 1 ou 2 semaines ou quelques jours, nous avons annoncé que nous avons sorti une puce de 2 nanomètres. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, vous regardez votre pouce, c'est la taille de votre ongle. Et dans cette puce de 2 nanomètres, vous avez 50 milliards de transistors. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'une compagnie technologique est capable de sortir une puce de ce niveau de finesse, avec ce niveau de puissance. Et Valérie, ce que je souhaiterais un petit peu évoquer auprès de toi, c'est que non seulement nous avons un accroissement de la puissance qui est évalué à peu près, je l'ai noté, de 45%, tout en même temps réduisant la réduction de l'énergie consommée de 75%. 2 chiffres, plus 45% de puissance et moins 75% de consommation d'énergie. C'est une révolution qui va toucher tous les supports digitaux, que ce soit les data centers, votre mobile, les batteries. Donc c'est quelque chose qui est fondamental, de par effectivement une digitalisation de l'économie qui de fait est en route. Donc encore une fois, on voit qu'on fait des pas de géant sur des sujets extrêmement importants et extrêmement structurants
pour notre avenir en tant que citoyen, en tant qu'individu, et tout simplement par rapport à nos activités également de business. Mais c'est un tout sur lequel il faut veiller, et je trouve que les avancées technologiques que nous faisons sont extrêmement prometteurs. Très bien. Aujourd'hui, vous avez des retours d'expérience de d'autres projets, Jean-Philippe, à nous montrer? Alors, oui, Valérie, alors, j'ai choisi 2 exemples, mais j'aurais pu en choisir une cinquantaine, mais le temps nous est compté par définition. J'ai choisi 2 exemples qui touchent la partie, je dirais, agroalimentaire, avec un premier exemple qui est à votre droite, en fait, qui est ça s'appelle donc l'Agripad, en fait, l'Agropad, pardon. L'Agropad, en fait, est une capacité que nous mettons à disposition d'hommes et de femmes dans le monde entier qui, de fait, travaillent la terre. Et grosso modo, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire simplement que vous mettez un échantillon de terre dans un petit sachet, et avec un outil spécialisé, bien sûr, qui s'appelle l'Agropad, vous analysez en temps réel la constitution du sol, sa qualité, son hydratation, et pour pouvoir ensuite, effectivement, apporter les bons nutriments et ou les bonnes cultures et ou la bonne, je dirais, le bon apport d'eau. On sait qu'il y a des gaspillages d'eau absolument incroyables dans le monde entier, et ça vise effectivement, au travers cet Agropad, d'analyser en temps réel cette terre de partout avec des outils, je dirais, que l'on peut complètement disposer et mettre à disposition au niveau du monde entier. Et ça, je trouve que c'est une capacité extraordinaire d'indépendance que l'on donne aux hommes et aux femmes qui travaillent dans ce domaine-là. Deuxième exemple très rapide, la pisciculture, c'est un enjeu majeur. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de poissons sont élevés en pisciculture, avec à la fois des effets de bord qui sont à traiter, on le sait bien, au travers de l'alimentation des poissons, leur santé, leur bien-être, que ce soit dans des grandes fermes de pisciculture dans le monde entier. Et là encore, on travaille avec, notamment en Irlande, pour être précis, avec des hommes et des femmes qui travaillent sur le terrain dans ce type d'industrie pour aider à en faire un développement, un environnement durable pour les consommateurs, dans le respect effectivement de la vie animale et surtout aussi dans le respect des environnements dans lesquels se trouvent ces piscicultures. Donc, beaucoup de choses en cours, ça s'accélère et je pense effectivement que tout ça va plutôt, de mon point de vue en tout cas, dans le bon sens, avec, comme je l'ai montré, une obligation de résultat et aussi la mise à disposition de technologies au service de l'environnement. Alors, une autre question, Jean-Philippe. Finalement, je profite de ta présence en tant que spécialiste finalement de l'intelligence artificielle chez IBM depuis des années. Ces sujets environnementaux, de respect de la biodiversité, de ces enjeux-là ne sont pas nouveaux. Mais le développement de l'intelligence artificielle associée à tout ça l'est davantage. Qu'en penses-tu et finalement, comment vois-tu les choses ? Bien, en un mot, je vois les choses de manière extrêmement claire et avec un élément de différenciation. Parce qu'entre nous, on pourrait nous dire, comme tu le dis, qu'est-ce que vient faire l'IA dans tout ça? Eh bien, moi, ma réponse, elle est toute simple. C'est que l'IA, de par sa caractéristique même, qui est, je le répète, un système apprenant, c'est-à-dire un système qui va de fait apprendre en continu de l'utilisation que nous en avons, est parfaitement adapté aux évolutions environnementales. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'appliquer des règles quelque part sur un passé, on va pouvoir de manière continue, de manière itérative et donc de manière sans fin FIN, pouvoir adapter des bonnes recommandations pour sauvegarder notre environnement, quel que soit le domaine d'application. Et je crois que ce sujet-là, il n'est pas forcément encore suffisamment bien compris, je pense. Il est compris par un nombre de personnes, mais il faut qu'on arrive à l'intégrer tous ensemble, quelles que soient nos activités, parce que c'est fondamental. Nous allons enfin pouvoir, en temps réel et de manière continue, adapter et prendre les meilleures actions possibles pour sauvegarder notre environnement, sauvegarder le climat et, je l'espère, tourner vers une économie durable et soutenable. Alors, j'aurais aimé que tu reviennes sur un sujet qui, je crois, t'est cher. La relation homme-machine, finalement. On voit à travers les exemples qui ont été donnés là, toute l'importance, finalement, de la technologie pour l'homme, évidemment, et tu as reparlé d'intelligence artificielle. Mais je voudrais que tu reviennes sur ce sujet qui, je sais, t'est cher, la relation homme-machine. Alors, la relation homme-machine, c'est un sujet, Valérie, tu as absolument raison. C'est un sujet qui m'est cher parce qu'il me passionne, mais c'est un sujet qui, pour moi, est fondamental. Pourquoi ? Nous sommes face à une nouvelle collaboration homme-femme-machine apprenante.
Et c'est un sujet qui est fondamental. Pourquoi? Parce que si nous ne comprenons pas quelles sont les nouvelles caractéristiques et quelles sont donc les nouvelles aptitudes, les nouvelles compétences, les nouveaux savoir-faire, les nouveaux savoir-être que nous devons développer dans cette nouvelle collaboration, nous allons passer à côté de la véritable révolution que représente l'intelligence artificielle. Et trop souvent, et tu le sais Valérie, j'entends IA égale technologie, IA égale mathématiques, IA égale data scientist. L'IA est un sujet sur lequel toutes et tous, nous devons nous en emparer. C'est un sujet pluridisciplinaire, des hommes et des femmes de l'environnement, de la sociologie, de la psychologie, des mathématiques, des sciences, du business, de l'environnement. Et c'est un sujet qu'il faut en faire nôtre. Et donc pour en faire nôtre, il faut l'appliquer. Et encore une fois, cette nouvelle collaboration, lorsqu'on va voir par exemple des hommes et des femmes qui vont travailler dans l'agriculture avec des systèmes d'IA, quand on va voir des hommes et des femmes qui vont travailler sur des voyages autonomes, de la recherche scientifique, environnementale, quels sont les nouveaux codes qu'il faut que nous développions, quelles sont les nouvelles compétences qu'il faut développer pour pouvoir rentrer dans un cercle vertueux au travers de l'utilisation de l'IA. Et entre nous, je vais te dire un truc, on n'a pas le choix. L'IA, comme je le dis souvent, de manière peut-être un peu familière, l'IA, c'est comme le surf, une vague, ça ne se s'arrête pas, ça se surfe. Faut-il en comprendre les codes? Merci Jean-Philippe, c'était vraiment passionnant. Un grand merci pour ton intervention aujourd'hui. J'espère te voir bientôt. Et une très bonne journée à toi. Merci pour ta participation. Un grand merci Valérie et un grand merci surtout au Technion pour cette très belle journée. Merci à vous. Merci Jean-Philippe.